Avant la remise des diplômes de notre fille, ma femme a dit, assieds-toi dehors. Son père biologique prendra ta place. Je n'ai rien dit. Ce soir-là, j'ai vendu l'appartement, annulé toutes les cartes et j'ai disparu. Quand ils sont rentrés chez eux, une surprise les attendait. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Quand nous sommes rentrés à la maison ce soir-là, la porte ne s'est pas ouverte. Susanna a mis la clé 3 fois. 4 fois. Elle l'a tournée avec force. Rien. Elle a regardé Reban, qui se tenait à ses côtés avec son nouveau costume et son sourire d'homme fier d'avoir gagné quelque chose qu'il n'avait jamais mérité. Puis, elle m'a cherché des yeux, comme si j'allais être là à l'attendre, comme toujours. Mais je n'y étais pas. L'appartement n'était plus à elle. Les cartes ne fonctionnaient plus. Et l'homme qui, pendant 15 ans, avait payé chaque centime de cette vie avait disparu sans dire un seul mot. C'était à 23h, le jour de la remise des diplômes de Brenda. Mais pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, vous devez savoir ce qui s'est passé quelques heures auparavant. Parce que ce matin-là, devant des dizaines de personnes, ma femme m'a regardé dans les yeux et a dit, « Vicente, assieds-toi dehors. Le père biologique de Brenda va prendre ta place à côté de moi. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas dit un seul mot. J'ai juste attrapé ma veste, je l'ai mise lentement et je suis sorti. Et c'est dans ce couloir froid, assis sur une chaise en plastique à écouter les applaudissements venant de l'intérieur, que j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. Mais pour que vous compreniez le poids de ce moment, je dois vous raconter depuis le début, car cela n'a pas commencé ce matin-là. Cela a commencé il y a 15 ans, quand j'ai décidé d'aimer comme s'il était à moi ce qui ne l'a jamais été. Et quand j'ai décidé de construire une vie pour 2 personnes qui, à la fin, m'ont traité comme si je n'avais jamais existé. Je m'appelle Vicente. J'ai 44 ans et voici l'histoire de la façon dont j'ai tout perdu en une seconde et tout récupéré en une nuit. J'ai rencontré Susanna il y a 17 ans. C'était un mardi ordinaire, dans l'ascenseur d'un immeuble de bureau où nous travaillions tous les deux. Elle au 11e étage, moi au 8e. Elle avait les cheveux relevés, un dossier sous le bras, et une façon de regarder qui vous donnait l'impression qu'elle savait toujours quelque chose que vous ignoriez. Je la trouvais fascinante. Je la trouvais sûre d'elle. Je trouvais qu'elle était tout ce que je voulais à ce moment de ma vie. Ce que je n'ai pas vu, parce que personne ne me l'a dit et que je ne voulais pas demander, c'est que Susanna portait déjà une histoire avec elle. Une histoire qui incluait un homme nommé Reban, une relation qui s'était mal terminée, et une petite fille de 3 ans nommée Brenda qui dormait dans un berceau dans la chambre de sa mère. Quand Susanna me l'a dit, 2 mois après le début de notre relation, je n'ai pas hésité. Je ne me suis pas éloigné. Je n'ai pas posé de conditions. Je lui ai dit que ça n'avait pas d'importance, que j'étais là. Que la petite fille n'avait rien à voir avec ce que je ressentais pour elle. Et je le pensais sincèrement, car dès la première fois que j'ai vu Brenda avec ses petites chaussures roses et sa façon de s'accrocher au doigt de sa maman, quelque chose en moi a simplement dit, cette fille a besoin de quelqu'un, et je veux être ce quelqu'un. C'est ainsi que tout a commencé. Susanna et moi nous sommes mariés quand Brenda avait 4 ans. Ce fut un mariage simple dans une petite salle avec peu de monde, mais avec un poids émotionnel énorme. Je n'ai pas signé de papier pour une adoption formelle parce que Reban n'a jamais voulu renoncer à ses droits légaux. Bien qu'il ne se soit jamais manifesté, n'ait jamais appelé, n'ait jamais envoyé un seul dollar pour les dépenses de la petite. Mais moi, je me suis manifesté, j'ai appelé, j'ai payé. Dès le premier jour où j'ai vécu avec Brenda, j'ai tout pris en charge. Les couches, le lait, les rendez-vous chez le pédiatre qui coûtaient 80 $ à chaque fois et que nous devions parfois faire 2 fois par mois. L'uniforme de l'école, les fournitures, les cours de natation qu'elle a demandé à 6 ans, et qui coûtaient 100 $ par mois. Tout sortait de ma poche. Tout sortait de mes heures de travail. De mes heures de sommeil. De mes heures de sacrifice silencieux. Et je ne m'en suis jamais plaint. Je n'ai jamais présenté la facture à personne parce que je ne le faisais pas par obligation. Je l'ai fait parce que j'aimais cette fille comme si elle était de mon propre sang. Brenda m'appelait le papa depuis qu'elle avait 5 ans. Un jour, elle est rentrée de l'école maternelle et l'a dit de but en blanc, avec cette petite voix qu'elle avait, « Tu es mon papa, n'est-ce pas ?» Et je me suis agenouillé, je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai dit oui, que je le serais toujours. Je n'aurais jamais pensé raconter ce moment en pleurant, mais me voilà. Susanna,
dans ses premières années, était différente. Elle était affectueuse, reconnaissante, présente. Elle cuisinait le dimanche, m'attendait quand je rentrais tard du travail. Elle me disait qu'elle ne savait pas ce qu'elle aurait fait sans moi. Je la croyais. Je la croyais parce que je voulais la croire, parce que j'avais besoin de la croire, parce que j'avais construit toute ma vie d'adulte autour de cette croyance. Nous avons acheté l'appartement quand Brenda avait 8 ans. C'était une grande décision, une de celles qui changent votre vie. 320 000 $ dans un immeuble de 4 étages, dans un quartier calme de la ville. J'ai versé l'apport initial. J'ai signé pour le prêt. J'ai payé chaque mensualité pendant 10 ans sans en manquer une seule. L'appartement était à mon nom, uniquement le mien. À l'époque, cela ne signifiait rien de spécial pour moi. C'était juste une formalité, une question de crédit, d'historique bancaire. Susanna n'avait pas ses papiers en règle à l'époque, il était donc plus facile que tout soit à mon nom. Je n'aurais jamais imaginé que ce détail, ce petit détail bureaucratique d'une matinée ordinaire chez un notaire, serait la pièce qui changerait tout 10 ans plus tard. Mais je ne le savais pas encore. Ce que je ne savais pas, ou croyais savoir, c'est que j'avais une famille, une vraie famille construite avec des efforts, avec de l'amour, avec des années de présence constante. Une femme qui m'aimait. Une fille qui m'appelait papa. Une maison que j'avais payée de mes propres mains. Ce que je ne savais pas, c'est que quelqu'un était sur le point de revenir pour tout réclamer. Et ce quelqu'un portait le nom que j'avais appris à ignorer pendant 15 ans, Reban. Le nom de Reban flottait dans notre maison comme une ombre depuis des années. Ce n'était pas quelque chose de mentionné souvent, mais ce n'était pas non plus quelque chose qui avait complètement disparu. De temps en temps, Susanna le nommait dans une conversation informelle sans y accorder beaucoup d'importance, comme quelqu'un qui mentionne la météo ou un voisin qui n'habite plus dans le coin. Reban a appelé pour prendre des nouvelles de Brenda. Reban a dit qu'il aimerait la voir un jour. Reban a envoyé un message. Et je répondais toujours de la même manière. Calmement, avec maturité, avec cette tranquillité de l'homme qui sait ce qu'il a et qui n'a pas besoin de se battre pour le prouver. C'est d'accord, Susanna. Si Brenda veut le rencontrer un jour, ça ne pose pas de problème. Parce que j'y croyais vraiment. Brenda avait le droit de savoir qui était son père biologique. Je ne le contestais pas. Ce que j'avais du mal à comprendre, bien que je ne l'ai jamais dit à haute voix, c'est pourquoi cet homme qui ne s'était jamais présenté, qui n'avait jamais rien payé, qui n'avait jamais été là pour une fièvre nocturne, pour un premier jour d'école ou pour un spectacle scolaire, avait encore une place dans les conversations de ma maison. Mais j'ai gardé le silence comme je le faisais toujours, parce qu'à l'époque, je croyais encore que le silence était une forme d'amour. Brenda a grandi pour devenir une fille brillante. Il serait facile de dire cela et de s'en tenir là, mais je veux que vous compreniez vraiment. Elle n'était pas seulement intelligente à l'école, bien qu'elle le fût aussi, avec des notes qui étaient toujours parmi les plus élevées de sa classe. Elle était brillante dans sa façon de voir le monde. Elle posait des questions qui vous désarmaient. À 10 ans, elle m'a demandé pourquoi les gens se mariaient si, à la fin, ils devenaient tous tristes. À 12 ans, elle m'a demandé s'il était possible d'aimer quelqu'un sans le connaître. À 14 ans, elle m'a demandé si j'avais déjà eu vraiment peur. Je lui ai dit non. Je lui ai menti parce que j'avais ressenti de la peur. Je la ressentais chaque fois que Reban apparaissait dans une conversation. Chaque fois que Susanna le mentionnait avec un ton que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. Chaque fois que Brenda demandait, avec cette curiosité naturelle des adolescents, comment était son papa biologique, à quoi il ressemblait, ce qu'il faisait dans la vie. Je répondais honnêtement, je ne le connais pas bien, mon amour, mais tu as tout à fait le droit de le rencontrer si tu le souhaites. Et puis je changeais de sujet. Et puis j'allais dans la chambre et je m'asseyais au bord du lit en silence, ressentant quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Maintenant, je sais que ça s'appelait la peur. La peur de perdre quelque chose que l'on a construit avec tout ce que l'on avait. Les années ont passé et la vie a continué à son propre rythme. Je travaillais dans une entreprise de logistique, gérant des contrats avec des fournisseurs, voyageant 2 ou 3 fois par an, rapportant toujours quelque chose pour Brenda à mon retour. Un livre, un jouet, un sweatshirt d'une ville qu'elle avait mentionné vouloir visiter un jour. De petits gestes qui, pour moi, étaient énormes, parce que c'était ma façon de dire je t'aime sans avoir besoin de mots. Susanna, durant ces années intermédiaires, était une version plus distante de la femme que j'avais rencontrée.
Il n'y a pas eu de grosse dispute. Il n'y a pas eu de crise visible. C'était quelque chose de plus subtil, de plus difficile à cerner, comme lorsqu'une peinture s'estompe lentement, et que vous ne le remarquez pas jusqu'au jour où vous la regardez et que vous ne reconnaissez plus les couleurs qu'elle avait autrefois. Elle a arrêté de m'attendre. Elle a arrêté de cuisiner le dimanche. Les conversations sont devenues plus courtes, plus fonctionnelles, plus froides. As-tu payé la facture de gaz? Brenda a besoin d'argent pour la sortie scolaire. Mes cousins viennent ce week-end. Peux-tu rester à la maison? Rien de profond, que de la surface. Je l'ai remarqué. Bien sûr que je l'ai remarqué. Mais je me disais que c'était l'usure normale des années. Que tous les couples passent par là. Que l'important était de garder un foyer stable pour Brenda. Que nous aurions le temps de nous reconnecter quand elle grandirait et que les choses seraient plus calmes. Comme j'étais naïf. Le premier vrai signe que quelque chose changeait est survenu il y a environ 1 an. Quand Brenda était dans sa dernière année de lycée et commençait déjà à parler de la remise des diplômes avec cette excitation qu'ont les jeunes quand ils sentent qu'ils sont sur le point de franchir un seuil important. C'était un mercredi soir, après le dîner. Je faisais la vaisselle. Susanna était assise à la table avec son téléphone, et Brenda a dit depuis le canapé, « Et, tu penses que Reban pourrait venir à ma remise de diplôme ?» Je suis resté immobile avec l'assiette à la main. Je n'ai encore rien dit. J'ai juste écouté. Susanna a levé les yeux de son téléphone plus vite que d'habitude, avec un intérêt qui m'a semblé trop immédiat, trop préparé, comme si elle avait déjà réfléchi à cette possibilité avant que Brenda ne le dise à haute voix. « Bien sûr, mon amour. Si tu veux qu'il soit là, je l'appellerai. » Juste comme ça, sans me consulter, sans me regarder, sans même s'arrêter pour considérer ce que cette réponse signifiait pour l'homme qui se tenait à 2 mètres d'elle, en train de laver les assiettes du dîner qu'il avait payé, dans l'appartement qu'il avait acheté. Après 16 ans de présence à chaque moment important de cette famille, j'ai fini de laver l'assiette, je l'ai séchée, je l'ai rangée, et je suis allé dans le salon pour regarder la télévision comme si de rien n'était, mais quelque chose s'était passé, et je le savais. Dans les mois qui ont suivi, le nom de Reban a commencé à apparaître avec une fréquence qu'il n'avait pas auparavant. Ce n'était plus une mention occasionnelle de temps en temps. C'était une présence constante, grandissante, qui s'installait dans les conversations de ma maison comme quelqu'un qui vient rendre visite et qui commence petit à petit à laisser ses affaires partout. Susanna parlait de lui avec Brenda le soir, à voix basse, quand elle pensait que j'étais déjà endormi. Parfois, j'entendais des bribes depuis le couloir. Il dit qu'il a beaucoup changé. Il a une entreprise maintenant. Il veut vraiment apprendre à te connaître cette fois. Et la voix de Brenda, curieuse, excitée, pleine de cet espoir qu'ont les enfants quand ils imaginent que le père absent va enfin apparaître et devenir tout ce dont ils rêvaient. Je restais au lit à regarder le plafond, et je pensais à toutes les nuits où j'avais été là. À tous les matins où je m'étais réveillé avant tout le monde pour préparer le petit déjeuner. À tous les week-ends où j'avais sacrifié des sorties avec des amis pour emmener Brenda à ses activités. À tous les dollars que j'avais dépensés. À tous les rêves personnels que j'avais repoussés. À toute la vie que j'avais construite autour de cette famille qui semblait maintenant faire de la place pour quelqu'un d'autre. Et personne ne m'a demandé comment je me sentais. Personne. Une après-midi, environ 6 semaines avant la remise des diplômes, Susanna est rentrée à la maison avec une énergie différente, plus joyeuse, plus légère, comme quelqu'un qui vient de recevoir une nouvelle qui le remplit de joie. Elle est allée directement dans la chambre, a appelé Brenda, et j'ai entendu des rires et des murmures pendant près d'1 heure. Quand elles sont sorties, Brenda m'a serré fort dans ses bras et a dit, « Papa, Reban vient à la remise des diplômes. » C'est d'accord? Elle m'a regardé avec ses yeux que j'avais vus grandir, avec ce visage que j'avais vu dans les fièvres, dans les larmes, lors des premiers jours d'école, des nuits effrayantes et des matins joyeux. Et je lui ai dit oui, que c'était d'accord. Je lui ai souri. Et à ce moment-là, je ne savais toujours pas ce que Susanna avait prévu. Je ne savais toujours pas ce qui allait m'arriver quelques jours plus tard devant des dizaines de personnes. Je ne savais toujours pas que le sourire que j'avais offert à Brenda serait la dernière fois que j'agirais comme si tout allait bien, parce que ce qui allait arriver n'allait pas bien du tout. Les semaines précédant la remise des diplômes ont été les plus étranges que je me souvienne avoir vécues à l'intérieur de ma propre maison. Et je dis l'étrange parce qu'il n'y a pas eu de dispute, pas de cris, aucun de ces signes évidents que les gens associent à une crise familiale. De l'extérieur, tout semblait normal. La routine restait la même.
Je me levais tôt, préparais le café, allais au travail. Susanna emmenait Brenda pour ses dernières semaines de cours. Le soir, nous dînions ensemble. Parfois, nous regardions quelque chose à la télévision, puis tout le monde allait dormir. Mais il y avait quelque chose dans l'air que je ne pouvais pas ignorer. C'était comme vivre à l'intérieur d'une maison qui a toutes les lumières allumées à l'extérieur, mais à l'intérieur, les murs bougent lentement sans que personne ne le dise, sans que personne ne l'admette, sans que personne n'ose nommer ce que tout le monde ressent. Susanna avait changé. Pas soudainement, mais de cette façon progressive et silencieuse qui est beaucoup plus difficile à signaler qu'un changement brutal. Elle était plus attentive à son téléphone. Elle s'habillait mieux quand elle sortait, même pour des choses simples comme aller au supermarché. Quand j'entrais dans une pièce où elle envoyait des messages, elle rangeait son téléphone avec un mouvement trop rapide, trop conscient, trop répété pour être fortuit. J'ai tout vu et je n'ai rien dit. Non pas parce que j'étais aveugle, non pas parce que j'étais un lâche, mais parce qu'une partie de moi résistait encore à croire que la femme avec qui j'avais construit 17 ans de vie était capable de ce que je commençais à soupçonner. Il y a une différence entre voir quelque chose et vouloir le voir, et je ne voulais toujours pas le voir complètement. Un soir, 3 semaines avant la remise des diplômes, Brenda est entrée dans la cuisine pendant que je faisais chauffer de l'eau pour du thé. Elle s'est assise au comptoir, a posé ses coudes sur la surface et m'a regardé à sa façon, directe et sans tourner autour du pot, ce que j'avais toujours trouvé être l'une des plus belles choses de son caractère. « Papa, est-ce que Reban et toi allez bien vous entendre à la remise des diplômes ?» J'ai soutenu son regard, je lui ai souri. « Bien sûr, mon amour. Ce jour est à toi. La seule chose qui compte, c'est que tu sois heureuse. » Elle a hoché la tête, mais elle n'avait pas l'air tout à fait convaincue. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une petite ombre presque invisible qui me disait qu'elle aussi sentait que quelque chose n'allait pas. Qu'elle aussi était en train de traiter quelque chose que personne ne lui avait expliqué clairement. « Tu vas bien aller, papa. » Ça m'a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais, parce que c'était la question d'une fille. La question de quelqu'un qui vous connaît vraiment et qui peut lire ce qui se cache derrière votre sourire, même si vous vous efforcez de le rendre parfait. Je lui ai dit oui, que j'allais parfaitement bien. Et j'ai versé mon thé et changé de sujet. Ce qui s'est passé la semaine suivante a été ce qui a finalement confirmé tout ce que je ne voulais pas savoir. C'était un jeudi après-midi. J'étais rentré du travail plus tôt parce qu'une réunion avait été annulée à la dernière minute. Je suis entré dans l'appartement sans faire de bruit. Pas pour une raison particulière, juste parce que j'avais les bras chargés d'un sac de courses que j'avais pris en chemin. Susanna était dans le salon, au téléphone. Elle ne m'a pas entendu entrer et je suis resté immobile dans le couloir, sans bouger, sans respirer fort, parce que j'ai entendu quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. C'était une voix douce, chaleureuse, le genre de voix que l'on réserve aux conversations que l'on ne veut pas que les autres entendent. Je n'ai pas tout entendu, seulement des fragments, mais c'était suffisant. Je sais, mais il doit comprendre. Ce jour-là, je veux que tu sois à côté de moi. Sérieusement, il ira bien. Ne t'inquiète pas pour ça. J'étais l'île. L'homme qui avait payé l'appartement où elle se tenait, parlant à un autre homme avec cette voix qu'elle ne m'avait pas adressée depuis des années. J'ai laissé le sac de courses sur la table de l'entrée sans faire de bruit. Je me suis retourné, j'ai quitté l'appartement, j'ai marché jusqu'au parc à 2 rues de là, je me suis assis sur un banc, et je suis resté là pendant une longueur à regarder les enfants jouer, les chiens courir, et le monde continuer de tourner comme si de rien n'était. Personne dans ce parc ne savait ce que je ressentais. Personne ne pouvait l'imaginer. De l'extérieur, j'étais juste un homme assis sur un banc avec un visage fatigué. À l'intérieur, j'étais quelqu'un qui venait d'entendre accidentellement la confirmation de quelque chose qu'il niait depuis des mois. Quand je suis rentré à la maison, Susanna était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle m'a salué normalement. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai répondu normalement. Nous avons dîné tous les 3 ensemble. Brenda a parlé de ses amis, de ses projets après l'obtention de son diplôme, d'un film qu'elle voulait voir ce week-end-là. Et j'étais présent à chaque seconde de ce dîner. J'ai souri. J'ai posé des questions, j'ai répondu. J'ai passé le pain. J'ai versé l'eau. À l'intérieur, quelque chose en moi avait fini de s'éteindre. Ce ne fut pas un moment dramatique. Ce ne fut pas une révélation avec une musique de fond et des larmes qui coulent.
C'était quelque chose de beaucoup plus silencieux et de beaucoup plus permanent, comme lorsqu'une flamme qui a brûlé pendant longtemps consomme enfin tout le combustible qu'elle avait et s'éteint simplement. Pas de bruit, pas de fumée, juste de l'obscurité là où il y avait autrefois de la lumière. Cette nuit-là, quand Susanna était déjà endormie, je me suis assis sur le canapé du salon avec les lumières éteintes, juste la lumière de la rue qui entrait par la fenêtre. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas pensé à la façon d'arranger les choses. Je n'ai pas pensé à ce que je pourrais faire différemment. Je n'ai pas pensé à la façon de sauver ce qui s'effondrait. J'ai pensé à moi, à ce dont j'avais besoin, à ce que je méritais, à ce que m'avait coûté 15 ans de silence, de sacrifice et d'amour inconditionnel. Et ce que cela signifiait de continuer à payer ce prix pour quelqu'un qui utilisait déjà ma propre maison pour planifier quelque chose qui m'excluait complètement. Et là, sur ce canapé, dans cette obscurité, j'ai commencé à penser avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. J'ai commencé à me souvenir des détails. L'appartement était à mon nom, uniquement le mien. Les comptes bancaires principaux aussi. Les économies que j'avais accumulées au fil des ans, conservées sur un compte dont Susanna connaissait l'existence, mais auquel moi seul avais un accès direct. Les cartes de crédit qu'elle utilisait pour les dépenses du foyer étaient liées à mon compte. Tout, absolument tout ce qui soutenait cette vie, passait par moi. Je ne pensais pas encore à la vengeance. À ce moment-là, c'était juste un inventaire, une révision froide et honnête des faits. Mais quelque chose au fond de mon esprit commençait déjà à calculer. J'ai vécu les jours suivants avec un calme qui m'a surpris. J'ai continué ma routine. J'ai continué à être la même personne en surface, mais à l'intérieur, je me préparais. Je ne savais pas exactement à quoi encore, car j'espérais encore que je me trompais peut-être. Peut-être que j'exagérais. Peut-être que la conversation que j'avais surprise avait une explication que je n'avais pas envisagée. Je me suis accroché à cette possibilité jusqu'au dernier moment, jusqu'au matin de la remise des diplômes, parce que ce matin-là, tout ce que j'avais voulu croire faux est devenu la réalité la plus claire et la plus douloureuse à laquelle j'ai jamais dû faire face de ma vie. Et c'est arrivé devant tout le monde, sans avertissement, sans pitié, sans la moindre considération pour 16 ans de présence, d'amour et de sacrifice silencieux. C'est arrivé devant tout le monde, et je n'ai pas dit un seul mot, mais ce que j'ai fait ensuite, personne ne l'a vu venir. Le matin de la remise des diplômes de Brenda s'est levé avec un soleil éclatant et une légère brise qui rendait tout plus lumineux que d'habitude. Un de ces matins qui semblent conçus pour être gardés en mémoire, pour être photographiés, pour être racontés plus tard avec le sourire. Le genre de matin qui mérite une belle histoire. Ce que personne ne savait, c'est que ce matin-là allait être le théâtre de l'histoire la plus douloureuse de ma vie. Je me suis levé à 6 heures, comme toujours. J'ai préparé le café, fait griller du pain, mis la table. J'ai entendu Brenda bouger dans sa chambre avec cette énergie nerveuse et excitée qu'ont les jeunes quand ils savent que quelque chose d'important est sur le point d'arriver. Je l'ai entendue se parler à elle-même, chanter un peu, ouvrir et fermer des tiroirs, cherchant quelque chose qui était probablement juste devant elle et qu'elle ne pouvait pas voir à cause du stress. J'ai jeté un coup d'œil dans sa chambre et je l'ai vue devant le miroir, avec sa toche de diplômée par-dessus ses vêtements, essayant et ajustant sa toque avec une expression entre le sérieux et l'excitation. Cela m'a brisé le cœur de la plus belle façon possible. Elle s'est retournée et m'a vu debout dans l'encadrement de la porte. « Comment tu me trouves, papa ?» J'ai dû prendre une grande inspiration avant de répondre, parce qu'à ce moment-là, je l'ai vue telle qu'elle était. Elle n'était plus la petite fille aux chaussures roses qui m'avait attrapé le doigt cette première fois. Elle était une jeune femme intelligente, brillante, prête à franchir un seuil qui lui ouvrirait le monde. Et j'avais été là à chaque étape du chemin qui l'avait menée à ce moment. Tu es incroyable, mon amour. Je suis tellement fier de toi. Elle a souri, a enlevé sa toche pour finir de se préparer, et m'a dit que le petit déjeuner sentait bon. Et je suis retourné dans la cuisine avec ce poids doux amer que seuls les parents comprennent, lorsqu'ils savent que leurs enfants sont sur le point de grandir d'une manière qui les emmènera loin. Susanna s'est levée 40 minutes plus tard. Elle est entrée dans la cuisine, déjà habillée d'une robe bleu marine que je ne lui avais jamais vue, les cheveux lâchés et ondulés, un nouveau parfum. Elle s'est versée du café sans me saluer autrement que d'un vague signe de tête et est restée debout à regarder son téléphone au comptoir. « À quelle heure arrivons-nous à l'auditorium ?» ai-je demandé. « À 9h30. Reban nous retrouvera à l'entrée. » Elle a dit ça juste comme ça, sans lever les yeux, sans faire de pause, comme si c'était la chose la plus normale du monde.
comme si amener le père biologique de votre fille à la rencontre de votre mari à l'entrée d'un auditorium, le jour le plus important de l'année, n'était qu'un simple détail logistique, comme confirmé lors d'un parking. J'ai hoché la tête, j'ai bu mon café, et je n'ai rien dit. Nous avons quitté la maison à 9h10. Brenda était sur la banquette arrière de la voiture, nerveuse et excitée, parlant de ses amis, de la cérémonie, de la fête qu'ils avaient prévue pour après. Je conduisais. Susanna était sur le siège passager, regardant son téléphone pendant presque tout le trajet, écrivant des messages avec concentration. Je savais déjà exactement pour qui c'était. Nous sommes arrivés à l'auditorium à 9h20. L'endroit était déjà plein de familles, de ballons, de fleurs, d'appareils photo, de cette énergie collective et bruyante propre au jour de remise des diplômes. Des parents prenant des photos, des grands-mères pleurant avant même que cela ne commence, des groupes de jeunes dans leur toge courant pour se prendre dans les bras avant d'être placés dans leur rangée. Brenda est sortie de la voiture et a été presque immédiatement entourée par 3 de ses amis qui l'attendaient. Elle s'est éloignée avec elle vers une entrée réservée aux diplômés, s'est retournée une fois pour nous regarder et nous a envoyé un baiser de la main. Je l'ai attrapé au vol et je lui en ai renvoyé un. Ce fut la dernière fois que je me suis senti complètement en paix ce jour-là, car quand je me suis retourné, j'ai vu Reban. Il se tenait près de l'entrée principale, dans un costume gris foncé qui avait l'air cher, les cheveux bien peignés, avec le sourire d'un homme qui arrive pour réclamer quelque chose qu'il a abandonné il y a 15 ans et qu'il trouve soudainement opportun de vouloir à nouveau. Il était plus grand que je ne l'avais imaginé, plus sûr de lui, avec cette attitude de quelqu'un qui n'a jamais payé les conséquences de ses propres décisions et qui marche donc dans le monde sans le fardeau que nous autres portons. Susanna l'a vu en même temps que moi, et quelque chose en elle a changé immédiatement d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années. Ses yeux se sont illuminés. Elle a souri d'une façon dont elle ne m'avait pas souri depuis longtemps. Elle a accéléré le pas, l'a salué avec une étreinte qui a duré trop longtemps pour être un simple salut. Je me tenais à quelques mètres, les mains dans les poches, regardant, attendant, me disant que j'allais rester calme, que ce jour était le jour de Brenda, que c'était elle l'importante, que je pouvais gérer ça. Reban m'a regardé et m'a tendu la main. Vicente, n'est-ce pas? Ravi de te rencontrer. Je lui ai serré la main en retour. Également. Un seul mot. C'est tout ce que j'ai pu faire, parce qu'à ce moment-là, en le regardant dans les yeux, j'ai compris d'un seul coup tout ce que j'avais évité de comprendre pendant des mois. La façon dont Susanna se tenait à côté de lui, la façon dont elle le regardait, la façon dont tout son corps semblait plus détendu, plus vivant, plus présent qu'à n'importe quel moment récent dont je pouvais me souvenir avec moi. Nous sommes entrés dans l'auditorium. C'était un grand espace avec de longues rangées de chaises disposées devant une scène avec des fleurs et un pupitre. Les familles remplissaient rapidement les sièges. Susanna marchait devant avec Reban, parlant à voix basse, pointant vers la zone centrale où les chaises avaient une meilleure vue. Ils ont trouvé une rangée avec 3 sièges ensemble. Susanna y est entrée la première. Reban s'est assis à côté d'elle. Je me suis approché pour m'asseoir de l'autre côté de Susanna, et c'est là que c'est arrivé. Susanna s'est tournée vers moi, m'a regardé directement dans les yeux, et d'une voix complètement calme, complètement froide, totalement dénuée de toute considération pour ce que ces mots signifiaient, elle a dit, « Vicente. Assieds-toi dehors. Le père biologique de Brenda va prendre ta place à côté de moi. » Le monde ne s'est pas arrêté. Ça n'arrive que dans les films. Dans la vraie vie, le monde continue de tourner avec une indifférence brutale pendant que tout s'effondre en vous. Les familles continuaient d'arriver. Les rires continuaient de résonner. La musique de fond que quelqu'un avait mise pour instaurer l'ambiance pendant l'attente continuait. Tout était exactement pareil. Seul moi avait changé en une fraction de seconde. J'ai ressenti l'impact de ces mots dans ma poitrine comme quelque chose de physique, comme si quelqu'un m'avait poussé sans me toucher. Ce n'était pas seulement la douleur de la phrase elle-même. C'était tout ce qu'elle représentait. C'était 15 ans résumés en une seule instruction. Assieds-toi dehors. Tu n'as pas ta place ici. Ta place n'existe pas. Ce que tu as construit, ce que tu as payé, ce que tu as aimé, ce que tu as sacrifié ne compte pas. Ça n'a jamais compté. Les gens dans la rangée voisine avaient entendu. Certains regardaient. Une femme âgée, assise à 2 sièges de là, m'a regardé avec une expression qui mêlait gêne et pitié à parts égales. Je n'ai pas explosé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas dit un seul mot.
J'ai regardé Susanna pendant exactement 3 secondes. Puis j'ai regardé Reban, qui avait les yeux fixés droit devant lui avec l'attitude d'un homme qui fait semblant de ne pas entendre ce qu'il vient clairement d'entendre. Ensuite, j'ai de nouveau regardé Susanna et je lui ai souri. Un petit sourire calme. Un de ces sourires plus terrifiants que n'importe quel cri, car personne ne sait exactement ce qu'il signifie. J'ai ajusté ma veste, je me suis retourné et j'ai marché vers l'allée latérale où il y avait une rangée de chaises en plastique blanc installées pour le personnel et les photographes. Je m'y suis assis, seul, pendant qu'à l'intérieur, dans la rangée centrale avec la meilleure vue, ma femme et l'homme qui n'avaient jamais été là s'installaient ensemble pour regarder la fille que j'avais élevée recevoir son diplôme. Depuis ma chaise dans l'allée, je voyais parfaitement la scène. Je voyais la rangée où Susanna et Reban étaient assis. Je voyais le regard de satisfaction sur le visage de ma femme. Cette expression de quelqu'un qui vient de faire exactement ce qu'elle voulait faire. Et je voyais la nuque de Reban. Cet homme qui était apparu dans son costume gris avec son sourire de dernière minute pour réclamer un titre qu'il n'avait pas mérité. Et pendant que je les regardais, pendant que j'écoutais le murmure de l'auditorium qui se remplissait, pendant que j'attendais la cérémonie que j'avais financée, dont j'avais rêvé, que j'avais imaginé des centaines de fois d'une manière complètement différente de celle-ci. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai commencé à passer des appels. Le premier a été pour Julio. J'ai besoin que tu sois disponible ce soir. J'ai quelque chose d'important à régler. Julio n'a rien demandé. Il a juste dit, je suis là. J'ai raccroché. J'ai rangé le téléphone. J'ai levé les yeux juste à temps pour voir Brenda monter sur scène avec son groupe, cherchant dans le public avec ses yeux, me cherchant le visage de son père dans la foule. Elle m'a trouvé. Elle m'a vu assis dans l'allée. J'ai vu comment son expression a changé, comment une brève ombre a traversé son visage avant qu'elle ne la remplace par le sourire qu'elle se devait d'avoir ce jour-là. Je lui ai fait un pouce en l'air, je lui ai souri avec tout ce qu'il me restait. Elle a hoché la tête et a continué à marcher jusqu'à sa place sur la scène. Et je suis resté là, sur cette chaise dans l'allée, avec un téléphone à la main, une décision déjà prise, et un plan qui commençait déjà à se mettre en place dans ma tête avec une clarté absolue et froide. Personne dans cet auditorium ne savait ce qui allait se passer avant la fin de la journée. Personne, à part moi. La cérémonie a duré 2h40. Je les ai comptés non pas parce que j'étais impatient que ça se termine, mais parce que mon esprit travaillait sur 2 niveaux en même temps. D'un côté, j'étais présent à chaque seconde de ce qui se passait sur scène, regardant Brenda marcher jusqu'au pupitre, recevoir son diplôme, serrer la main du directeur, passer le pompon de sa toque d'un côté à l'autre avec cet immense sourire qui illuminait tout son visage. De l'autre côté, quelque part de plus profond et de plus froid dans ma tête, les engrenages ne cessaient de tourner, calculant, organisant, décidant. Il y a eu un moment, vers le milieu de la cérémonie, où Brenda a cherché mes yeux depuis la scène. Elle m'a trouvé dans l'allée sur ma chaise en plastique blanc, séparée du reste des familles, loin de l'endroit où j'aurais dû être assis. Et j'ai vu quelque chose sur son visage qui a fait que j'ai eu du mal à soutenir son regard. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la honte. C'était quelque chose de pire. C'était de la confusion mêlée de pitié. L'expression de quelqu'un qui comprend que quelque chose ne va pas, mais ne sait pas exactement quoi, ni exactement pourquoi, ni exactement qui pointer du doigt. J'ai soutenu son regard, j'ai souri, j'ai hoché lentement la tête comme pour dire sans mots que j'allais bien, qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, que cette journée était la sienne et seulement la sienne. Elle a hoché la tête également, et s'est retournée vers l'avant. Mais j'ai su à ce moment-là que Brenda ne faisait pas partie de ce que Susanna avait fait. Brenda était autant une victime de cela que je l'étais, bien que d'une manière différente. Elle avait grandi en aimant son père biologique avec cette idéalisation qu'ont les enfants quand le parent absent devient un mystère romantique au lieu d'une réalité concrète. Reban avait été pendant des années une figure diffuse, presque mythique, construite davantage par ce qu'il n'avait pas fait que par ce qu'il avait fait. Et maintenant qu'il était apparu avec son costume gris et ses promesses tardives, Brenda vivait le fantasme qu'elle avait imaginé enfant. Je ne lui en voulais pas pour ça. Je ne pouvais pas, car je la comprenais parfaitement. Ce que je ne pouvais pas comprendre, ce que je n'étais pas prêt à continuer de tolérer, c'était Susanna. Parce que Susanna n'était pas une enfant avec un fantasme. Susanna était une femme adulte qui avait pris des décisions conscientes, qui avait choisi, lors du jour le plus symbolique de l'année, de m'humilier devant des dizaines de personnes. Qui avait décidé que 16 ans de présence,
de sacrifice et d'amour inconditionnel valait moins que l'apparition de dernière minute d'un homme qui n'avait pas payé un seul dollar pendant tout ce temps. Je n'allais pas oublier ça. Je n'allais pas l'oublier. Quand la cérémonie s'est terminée, l'auditorium s'est transformé en ce chaos joyeux et bruyant qui caractérise les fins de remise de diplômes. Des familles se cherchant dans la foule. Des photographes improvisés à chaque coin, des fleurs et des ballons bougeant au-dessus des têtes comme un jardin flottant et désordonné. Je me suis levé de ma chaise dans l'allée et je suis allé directement chercher Brenda. Je l'ai trouvée avec ses amis, ne portant plus sa toge, les yeux brillants et les joues rouges d'émotion. Quand elle m'a vu, elle s'est séparée du groupe et est venue vers moi. Je l'ai serrée fort dans mes bras, très fort. Une de ces étreintes qui durent plus longtemps que la normale, parce qu'on a besoin de conserver quelque chose de ce moment pour quand il sera passé. Je suis tellement fier de toi, lui ai-je dit à l'oreille. De tout ce que tu es, de tout ce que tu vas faire. Elle m'a serré plus fort. Merci, papa, pour tout. Pour tout. Deux petits mots qui portaient 15 ans à l'intérieur. Je savais qu'elle savait. Que quelque part au-delà des noms de famille et de la biologie, elle savait qui avait vraiment été là. Je me suis séparé d'elle quand Susanna et Reban se sont approchés. Reban a posé une main sur l'épaule de Brenda avec cette familiarité forcée de quelqu'un qui essaie d'agir comme s'il avait gagné le droit de l'être alors que ce n'est pas encore le cas. Brenda a souri, un peu mal à l'aise, un peu excitée, naviguant sur ce nouveau territoire avec la maladresse honnête de quelqu'un qui ne sait sincèrement pas comment s'y mouvoir. Susanna a sorti son téléphone pour prendre des photos. Des photos de Brenda avec Reban. Des photos de trois ensemble, elle, Reban et Brenda, formant une image qui m'excluait aussi naturellement que si je n'avais jamais existé. Personne ne m'a demandé de me joindre à une quelconque photo. Je me suis tenu sur le côté, observant avec les mains dans les poches, avec le même calme froid que j'avais depuis le moment où il m'avait demandé de m'asseoir dehors. Et c'est à cet instant, en regardant cette scène, en regardant Susanna rire avec Reban pendant que Brenda posait avec son diplôme, que quelque chose s'est finalement solidifié en moi. Ce n'était pas de la rage. La rage est brûlante et désordonnée. Et ce que je ressentais ne ressemblait en rien à ça. C'était quelque chose de beaucoup plus froid, de beaucoup plus clair, de beaucoup plus dangereux pour la personne qui l'avait provoqué en moi. C'était de la détermination. Je me suis excusé à voix basse. J'ai dit que j'allais aux toilettes et je me suis éloigné du groupe. J'ai trouvé un coin tranquille dans le couloir extérieur de l'auditorium, à côté d'une fenêtre qui donnait sur un petit jardin négligé. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Julio à nouveau. Es-tu toujours disponible? Je suis là, mon frère. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu ailles à l'appartement. Je vais t'envoyer un message avec ce que tu dois faire. Tu pourrais y être dans 1 heure. Il y a eu une brève pause. Julio me connaissait depuis plus de 20 ans. Il connaissait ma voix. Il savait quand j'étais détendu et quand j'étais on ne peut plus sérieux. J'y vais, a-t-il dit. Pas plus de questions. J'ai raccroché et j'ai commencé à écrire le message le plus long que j'ai jamais envoyé à Julio de toute notre amitié. J'ai expliqué ce dont j'avais besoin. J'ai expliqué les étapes. Je lui ai envoyé les données dont il avait besoin, les contacts, les documents qui se trouvaient dans le tiroir du bureau de la chambre d'amis, où je gardais tout ce qui était important depuis des années, dans un dossier bleu dont Susanna connaissait l'existence. Mais auquel elle n'avait jamais prêté suffisamment d'attention. J'ai rangé le téléphone, j'ai pris une grande inspiration et je suis retourné vers le groupe. Le programme pour le reste de l'après-midi était d'aller dans un restaurant pour célébrer. Susanna l'avait organisé des semaines auparavant. Elle avait réservé une table pour 4. Elle avait choisi un endroit. Elle avait tout confirmé avec l'énergie de quelqu'un qui planifie quelque chose qui compte beaucoup pour lui. Pour 4 places. Susanna, Brenda, Reban et moi. Ou du moins, cela avait été le plan initial. Pendant le déjeuner, j'étais l'homme le plus calme à cette table. J'ai commandé ce que je voulais, j'ai mangé lentement. Je répondais quand on m'adressait la parole. Je posais les bonnes questions au bon moment. Brenda parlait de ses projets pour l'université, d'un voyage qu'elle voulait faire avant de commencer le prochain cycle de sa vie. Reban hochait la tête et faisait des commentaires comme un homme essayant de paraître intéressé par une histoire dont il n'avait pas fait partie. Susanna me regardait de temps en temps avec une expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. Ce n'était pas de la culpabilité. Ce n'était pas des regrets.
C'était plutôt de la surveillance, comme quelqu'un qui attend une réaction qui ne vient pas et qui ne sait pas si c'est un bon ou un mauvais signe. Je ne lui ai donné aucun signe, absolument aucun. À un moment du repas, pendant que Brenda et Reban parlaient de quelque chose, Susanna s'est légèrement penchée vers moi et a dit à voix basse, « Tu n'as pas besoin d'être comme ça, Vicente. C'est juste pour le bien de Brenda. » Je l'ai regardée. J'ai attendu une seconde avant de répondre, « Je ne suis pas comme ça, Susanna. Je vais parfaitement bien. » Elle a étudié mon visage, cherchant quelque chose. De la colère, de la douleur, du sarcasme, n'importe quoi qui lui dirait que je réagissais comme elle s'y attendait. Elle n'a rien trouvé. Elle est retournée à sa conversation. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant que nous étions assis dans ce restaurant, pendant qu'elle s'assurait que Reban se sente à l'aise et le bienvenu à la célébration du jour le plus important de l'année, je recevais des messages de Julio avec des mises à jour. Message de Julio, 14h47, je suis à l'appartement. J'ai le dossier. Message de Julio, 15h10, j'ai parlé avec le contact. Il dit qu'il peut avancer aujourd'hui si les papiers sont en ordre. Message de Julio, 15h42, tout est en ordre. J'attends ta confirmation. J'ai lu ce dernier message sous la table, le téléphone posé sur ma cuisse. Pendant que Susanna demandait au serveur un autre verre de vin et que Brenda riait à quelque chose que Reban avait dit, j'ai écrit un seul mot, confirmé. J'ai rangé le téléphone, levé les yeux, pris une gorgée d'eau, et continué à être assis à cette table avec le même calme avec lequel j'avais été assis sur la chaise en plastique dans l'allée. Avec le même calme avec lequel je les avais écoutés me demander de m'asseoir dehors. Avec le même calme qui avait été mon seul bouclier et ma seule arme tout au long de cette journée. Le déjeuner s'est terminé vers 17h. Dehors, le soleil était encore haut, mais il avait déjà cette longue teinte dorée des fins d'après-midi qui commence à pencher vers le soir. Susanna a dit que Brenda voulait passer l'après-midi avec Reban, qu'ils allaient se promener, qu'elle rentrerait plus tard à la maison. Elle m'a dit cela comme une information, pas comme une question, comme quelqu'un qui annonce un plan qui est déjà décidé et qui ne requiert l'opinion de personne d'autre. D'accord, ai-je dit. Je rentre à la maison. J'ai dit au revoir à Brenda avec une autre étreinte. Je lui ai dit que je l'aimais. Elle me l'a dit en retour. J'ai dit au revoir à Susanna avec un rapide baiser sur la joue, qu'elle a reçu avec la même distance qu'elle recevait tout de moi depuis des années. Je n'ai pas serré la main de Reban. J'ai marché jusqu'à la voiture et j'ai démarré. Et alors que je m'éloignais du restaurant, j'ai composé le numéro de Julio. Comment ça se passe? Tout est prêt, Vicente. Il ne manque que la signature finale. J'arrive. J'ai raccroché et j'ai conduit en silence pendant 20 minutes. Pas de musique, pas de radio, juste le bruit du moteur, le bruit de la ville à l'extérieur, et mes propres pensées à l'intérieur. Ordonnée, froide, totalement décidée. Quand je suis arrivé à l'immeuble, Julio m'attendait dans le hall avec le dossier bleu sous le bras et le visage sérieux de quelqu'un qui comprend qu'il est témoin de quelque chose d'important. Il me l'a tendu. Je l'ai ouvert. J'ai vérifié chaque papier. Tout était en ordre. Je suis monté à l'appartement pour la dernière fois. L'appartement était silencieux quand je suis entré. Un silence différent de d'habitude, plus dense, plus conscient, comme si l'endroit lui-même savait que quelque chose était sur le point de changer pour toujours. La lumière de l'après-midi entrait par les fenêtres du salon, dessinant de longues bandes dorées sur le plancher en bois que j'avais fait installer 6 ans auparavant, parce que Susanna l'avait demandé un dimanche alors que nous buvions un café en regardant un magazine de décoration. Je suis resté à l'entrée pendant quelques secondes, regardant simplement. J'ai regardé le canapé où nous avions tous les trois regardé des films pendant des années. La table à manger où nous avions pris des milliers de dîners. L'étagère pleine de livres que personne ne lisait, mais que Susanna avait insisté pour installer parce qu'il faisait bien. Le cadre avec une photo de Brenda à 8 ans sur la plage, les pieds enfouis dans le sable et un sourire qui prenait tout son visage. Je l'ai décroché, je l'ai soigneusement enveloppé dans un magazine qui se trouvait sur la table et je l'ai mis dans mon sac. C'était la seule chose dont j'avais besoin d'emporter avec moi. Tout le reste, c'était du bois, du tissu, du verre, du béton. Des choses que l'on achète, des choses que l'on remplace. Ce que vous ne pouvez pas remplacer, c'est le temps, les années, les sacrifices, la présence constante de quelqu'un qui a choisi d'être là quand personne ne l'exigeait. Cela ne restait pas dans cet appartement. J'emportais cela avec moi, à l'intérieur,
là où personne ne pouvait me le prendre. J'ai marché jusqu'au bureau dans la chambre d'amis. Je m'y suis assis, j'ai allumé l'ordinateur, et pendant l'heure et demie qui a suivi, j'ai fait ce que j'avais à faire avec la même concentration méthodique avec laquelle j'avais toujours géré mes affaires importantes. La première, c'était l'appartement. Le contact de Julio était un agent immobilier avec qui j'avais travaillé des années auparavant, quand nous avions acheté une petite propriété que nous avions ensuite revendue. Il était efficace, discret, et savait que sur le marché actuel, certaines opérations pouvaient aller vite si les papiers étaient en règle et si le propriétaire était décidé. L'appartement était entièrement à mon nom. Il n'y avait pas de copropriété, pas de dette en cours. J'avais fini de rembourser le prêt 16 mois auparavant. Il était à moi dans tous les sens légaux possibles. L'opération n'était pas une vente classique avec une clôture à 30 jours. C'était un accord de cession avec un apport immédiat et une clôture express. Le genre de mouvement utilisé quand quelqu'un a besoin de liquidité rapidement et que l'acheteur veut sécuriser le bien avant qu'une autre offre n'apparaisse. L'acheteur, dans ce cas, était une société d'investissement immobilier avec laquelle le contact de Julio travaillait fréquemment. Le prix n'était pas le maximum que j'aurais pu obtenir sur le marché ouvert, mais il était juste. 340 000 $ avec un acompte de 30% transféré le soir même, et le reste à la signature formelle dans les 10 jours ouvrés. J'ai signé les documents numériques et je les ai envoyés. J'ai reçu la confirmation 20 minutes plus tard. L'appartement n'était plus à moi, mais il n'était plus à Susanna non plus. La deuxième chose, c'était les cartes. Susanna avait 3 cartes liées à mon compte principal. L'une qu'elle utilisait pour les dépenses du foyer, les courses, les factures, ce genre de choses. Une deuxième qu'elle utilisait pour ses dépenses personnelles, ses vêtements, ses sorties, ses affaires à elle. Et une troisième qui était théoriquement pour les urgences, mais qu'en pratique elle utilisait pour tout ce qu'elle ne voulait pas voir sur le relevé de l'autre carte. J'ai appelé la banque, donné mes coordonnées, vérifié mon identité et annulé les 3. Le conseiller bancaire m'a demandé s'il y avait un problème avec leur service. Je lui ai dit que non, que c'était une décision personnelle. Il a procédé à l'annulation sans poser d'autres questions. La troisième, c'était le compte commun. Nous avions un compte joint où je déposais un montant fixe tous les mois pour les dépenses du foyer. C'était un compte que nous pouvions tous les deux utiliser, mais que j'alimentais exclusivement avec mes revenus. Le solde cet après-midi-là était de 4 300 $. J'ai viré la totalité du solde sur mon compte personnel, puis j'ai fermé le compte joint. Un autre appel, une autre vérification, un autre processus terminé en moins de 15 minutes. La quatrième chose, c'était mon compte d'épargne personnel. C'était là que je gardais ce que j'avais accumulé au fil des années avec une discipline qui m'avait coûté de nombreux sacrifices. Ce n'était pas une fortune, mais c'était suffisant. Suffisant pour recommencer, suffisant pour vivre sans souci pendant que je réorganisais ma vie. J'ai tout transféré sur un nouveau compte que j'avais ouvert la même semaine dans une autre banque, à mon nom uniquement, sans aucun lien avec les comptes précédents. Julio m'avait aidé avec cette étape 2 jours auparavant, quand je lui avais dit ce qui se passait. Pas avec tous les détails, mais avec suffisamment d'éléments pour qu'il comprenne la direction que prenaient les choses. Il n'avait dit qu'une seule chose, Vicente, protège-toi. Fais le bien et fais-le avant qu'il ne fasse le premier pas. Et c'est ce que j'étais en train de faire. Quand j'en ai eu terminé avec les comptes, je me suis adossé un instant sur la chaise de bureau et j'ai regardé le plafond. Je n'ai pas ressenti d'euphorie. Je n'ai pas ressenti de vengeance brûlante ni de satisfaction dramatique. Ce que j'ai ressenti était quelque chose de beaucoup plus étrange et de beaucoup plus profond. J'ai ressenti du soulagement. Comme lorsque vous portez quelque chose de très lourd depuis trop longtemps et que vous finissez par le lâcher. Pas parce que vous vous en fichez, mais parce que vous comprenez que continuer à le porter ne vous mène nulle part où il vaille la peine d'aller. Je me suis levé, je suis allé dans la chambre principale, j'ai pris un sac de voyage dans le placard et j'ai emballé l'essentiel. Des vêtements pour plusieurs jours, mes documents importants, mon passeport, mon acte de naissance, des preuves de paiement, tout ce que je gardais dans le tiroir de mon côté du lit et que Susanna n'avait jamais jugé utile de connaître. Mon ordinateur personnel, le chargeur, le livre que j'étais en train de lire. Un de ces livres qu'on commence, qu'on abandonne et qu'on reprend selon ce que l'on traverse, et qu'à ce moment précis, j'ai senti que j'allais enfin pouvoir finir. J'ai fermé le sac. J'ai traversé l'appartement une dernière fois, lentement, sans me presser. Je suis passé devant la chambre de Brenda et je me suis arrêté à la porte.
Je ne suis pas entré. J'ai juste regardé de l'extérieur cet espace qu'elle avait habité pendant 15 ans avec ses affaires, ses souvenirs, sa vie construite en couches et en couches de jours ordinaires qui, ensemble, formaient quelque chose d'extraordinaire. Je lui ai souhaité le meilleur en silence, sincèrement, sans amertume, car Brenda ne m'avait pas trahi. Brenda était une fille à la recherche de son histoire complète, comme toute personne en a le droit. Ce qui allait lui arriver dans les prochains jours allait être difficile, et je compatissais, mais je ne pouvais pas la protéger des conséquences des décisions de sa mère. Ce n'était plus ma responsabilité. J'ai fermé la porte de sa chambre, je suis allé vers l'entrée, j'ai mis ma veste, j'ai pris le sac, et j'ai pris les clés de l'appartement sur la petite table près de la porte. Le trousseau avec un porte-clés en cuir marron que Brenda m'avait offert pour la fête des pères quand elle avait 12 ans, et auquel pendait la clé de l'appartement, la clé de la boîte aux lettres, et une vieille clé de notre ancienne voiture que je n'avais jamais enlevée par paresse. Je les ai détachés du porte-clés et je les ai laissés sur la table. J'ai gardé le porte-clés en cuir. Puis je suis sorti. J'ai fermé la porte, j'ai descendu les escaliers à pied sans prendre l'ascenseur, écoutant le bruit de mes propres pas sur les marches en béton de l'immeuble qui avait été ma maison pendant 11 ans. 11 ans de dimanches, d'hiver, de petites disputes et de grandes joies, et de routines sans fin qui, ensemble, avaient formé ce que j'appelais ma vie. Quand j'ai atteint le hall, Julio m'attendait près de l'entrée, adossé au mur avec les bras croisés, avec son visage d'homme qui ne parle pas beaucoup mais qui est toujours exactement là où il doit être. Il m'a regardé, a regardé le sac, m'a regardé à nouveau. Prêt, a-t-il demandé. Prêt, ai-je dit. Nous sommes sortis ensemble dans l'air de la nuit. Il était presque 22 heures. La ville continuait avec son bruit de fond habituel, les voitures, les voix lointaines, le bourdonnement constant d'un endroit où les gens vivent entassés et en parallèle, ne sachant presque rien de ce qui arrive à la personne juste à côté d'eux. Je suis monté dans la voiture de Julio, j'ai mis le sac sur la banquette arrière, j'ai bouclé ma ceinture. Julio a démarré la voiture sans rien dire. Il a conduit pendant 2 rues en silence. Puis il a demandé, « Comment vas-tu » J'ai vraiment réfléchi à la réponse avant de la donner. Je ne voulais pas dire quelque chose d'automatique, quelque chose de poli, quelque chose qui sonnait bien mais qui n'était pas honnête. Je suis calme, ai-je dit. Finalement, c'est ce qui est le plus étrange dans tout ça. Je pensais que je serais dévasté, mais je suis calme. Julio a hoché la tête lentement. C'est parce que tu as fait ce qu'il fallait. Je n'ai pas répondu. J'ai regardé par la fenêtre alors que l'immeuble de ma vie des 11 dernières années s'éloignait dans le rétroviseur, jusqu'à ce qu'il tourne au coin d'une rue et disparaisse. Je ne me suis pas retourné pour le regarder. Il n'y avait plus rien à voir là-bas. Ce qui allait arriver était droit devant. Et pendant que Julio conduisait vers sa maison où j'allais rester les jours nécessaires pour que tout se tasse, mon téléphone a vibré avec un message de Susanna. Nous sommes en route pour la maison. Tu es là. Je l'ai lu. Je l'ai rangé sans répondre. 40 minutes plus tard, il a vibré à nouveau. Vicente, la clé ne marche pas. Que se passe-t-il? Je l'ai lu. Je l'ai rangé. Puis il a vibré encore et encore et encore. J'ai laissé le téléphone face contre le siège et j'ai regardé droit devant moi la rue illuminée qui s'étendait devant nous. Vers tout ce que je ne savais pas encore qui allait arriver, mais auquel, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prêt à faire face. Parce que je ne portais plus le poids d'une vie qui ne m'appartenait pas. Pour la première fois en 15 ans, je ne portais que la mienne. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis de la maison de Julio. Une petite chambre avec un lit simple, une fenêtre qui donnait sur une cour intérieure, et une lampe de chevet qui projetait une lumière jaune et calme sur les murs blancs. Ce n'était pas mon appartement, ce n'était pas mon lit. Ce n'était pas l'espace que j'avais habité pendant 11 ans. Et pourtant, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait au cours des 6 derniers mois. Pas tout de suite, pas sans penser, mais j'ai dormi de ce genre de sommeil lourd et honnête qui vient quand le corps comprend enfin qu'il n'a plus à être sur ses gardes, qu'il n'a plus à se préparer à quoi que ce soit, que la décision est prise et que ce qui suit, peu importe comment cela arrivera, est maintenant gérable. Je me suis réveillé à 7h15 du matin. Une lumière grise et calme d'un matin nuageux entrait par la fenêtre de la cour. J'ai entendu Julio bouger dans la cuisine, le bruit du café, le bruit domestique familier de quelqu'un qui se prépare pour le début de la journée. Je suis resté au lit quelques minutes à regarder le plafond, pensant non pas avec angoisse,
mais avec cette clarté étrange qui vient parfois après les nuits les plus difficiles, comme si le sommeil avait trié tout ce que le jour précédent avait embrouillé. J'ai pensé à Susanna, debout devant la porte de l'appartement la veille au soir. J'ai pensé à son visage quand la clé n'a pas fonctionné. J'ai pensé au moment exact où elle avait dû comprendre que ce n'était pas un problème de serrure, mais quelque chose de beaucoup plus définitif, de beaucoup plus calculé, de beaucoup plus irréversible que n'importe quel problème mécanique ne pourrait l'être. J'ai pensé à Reban, debout à côté d'elle dans son costume gris, maintenant froissé par la journée, ne sachant pas exactement ce qui se passait, mais avec suffisamment d'intelligence basique pour comprendre que la situation dans laquelle il se trouvait ne lui était pas favorable. J'ai pensé à Brenda. C'était la partie la plus difficile, car Brenda allait se réveiller ce matin-là quelque part qui n'était pas chez elle, sans comprendre pleinement pourquoi, avec des questions auxquelles personne ne pourrait répondre d'une manière qui ne la blesserait pas. Et cela me pesait. Non pas par culpabilité, car je n'avais rien déclenché de tout cela. Je n'avais choisi aucune des circonstances qui nous avaient menés à ce point. Mais cela me pesait avec cette tristesse spécifique que l'on ressent quand quelqu'un qu'on aime va subir les conséquences de quelque chose qu'on n'a pas pu empêcher. Je me suis levé, j'ai pris une douche, j'ai mis des vêtements propres pris dans le sac que j'avais apporté, et je suis allé dans la cuisine où Julio avait déjà servi 2 tasses de café sur la table, comme s'il savait exactement quand j'apparaîtrais. Nous nous sommes assis, nous avons bu du café en silence pendant un moment. Julio avait cette qualité des vrais amis, de savoir quand parler et quand simplement être là sans remplir le silence de mots inutiles. C'est lui qui a parlé en premier. Combien de messages ? J'ai déverrouillé le téléphone et j'ai compté 17 messages de Susanna entre 22h30 et 2h du matin. 4 appels en absence, 2 messages vocaux que je n'avais pas encore écoutés, et un message de Brenda envoyé à 1h20 du matin qui disait simplement « Papa, est-ce que tu vas bien ? Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai montré l'écran à Julio. Il a hoché la tête lentement. « Tu vas répondre à Brenda ? » ?»« Oui. » »« À Susanna ? » ?»« Pas encore. » J'ai écrit un court message à Brenda, « Je vais bien, mon amour. Ne t'inquiète pas pour moi. Quand tu seras prête à parler, je serai là. Je t'aime. » Je l'ai envoyé, j'ai vu qu'il avait été distribué, j'ai rangé le téléphone. Puis j'ai ouvert les messages de Susanna, non pas pour répondre tout de suite, mais pour comprendre la chronologie de ce qui s'était passé la nuit précédente de son point de vue. Le premier, envoyé à 22h42, était bref et confus, « Vicente, la clé ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe ?» Le deuxième, 3 minutes plus tard, déjà avec plus d'urgence, « Appelle-moi. On ne peut pas rentrer. » Le troisième était plus long, plus nerveux, expliquant qu'ils avaient essayé la clé plusieurs fois, que le voisin du dessous leur avait dit qu'il ne savait rien, qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Les messages suivants sont passés de l'incompréhension à l'irritation, de l'irritation à la confusion, et de la confusion à quelque chose que j'ai lu entre les lignes de ces mots, qui était ce qui se rapprochait le plus de la peur que Susanna était capable d'exprimer sans l'admettre directement. Vers minuit, ces messages ont changé de ton. Il ne demandait plus ce qui était arrivé à la serrure. Il commençait à demander où j'étais, si j'allais bien, si quelque chose s'était passé, avec ce mélange si particulier d'inquiétude sincère et de calcul qui caractérise quelqu'un qui commence à comprendre qu'il a peut-être gâché les choses plus profondément qu'il ne l'avait calculé. Le dernier message, envoyé à 1h57 du matin, disait « Vicente, j'ai besoin que tu m'appelles. » Ça n'a aucun sens. Nous sommes chez ma sœur. Brenda est inquiète. S'il te plaît, appelle. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai fermé. J'ai posé le téléphone face contre la table. Julio me regardait. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a-t-il demandé. « Aujourd'hui, je dois parler à un avocat, ai-je dit. J'ai besoin de comprendre mes options avant de lui parler. » Julio a hoché la tête. « J'ai un contact. Bonne, discrète. Tu veux l'appeler ? » Oui. Pendant que Julio passait l'appel, j'ai bu le reste de mon café et j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine la cour extérieure où un petit arbre obstiné avait réussi à pousser entre le béton avec une opiniâtreté qui, à ce moment-là, m'a semblé être la plus belle chose que j'ai vue depuis longtemps. Le rendez-vous avec l'avocate a eu lieu le même après-midi. Véronica, c'était son nom. Une femme dans la cinquantaine, avec des cheveux courts et une façon de parler directe et sans fioriture, qui m'a plu dès la première minute.
Julio avait travaillé avec elle sur une affaire d'héritage familial des années auparavant et l'avait décrite comme quelqu'un qui ne perdait pas de temps et qui savait exactement de quel côté de la ligne se tenir dans chaque situation. J'ai tout expliqué depuis le début, avec les dates, avec les détails, avec les documents que j'avais apportés dans mon dossier bleu. Elle a écouté sans m'interrompre, prenant des notes avec un stylo noir dans un carnet à lignes, hochant la tête de temps en temps avec cette expression concentrée de quelqu'un qui construit une image complète avant de porter un jugement. Quand j'ai eu terminé, elle s'est adossée à sa chaise et m'a regardé directement. Légalement, vous êtes dans une position solide, a-t-elle dit. L'appartement était exclusivement à votre nom. La vente est valide. Les comptes étaient les vôtres. Il n'y a rien qu'elle puisse facilement annuler sans une procédure longue et coûteuse qui, étant donné le contexte que vous avez décrit, a très peu de chances d'aboutir. J'ai respiré. Ce à quoi vous devez vous préparer en revanche, a-t-elle poursuivi, c'est au processus de séparation officielle. Si vous avez été ensemble pendant 17 ans et qu'il y a des biens communs en dehors de l'appartement, cela nécessitera des négociations. Mais la position à partir de laquelle vous négociez est considérablement meilleure que la sienne. J'ai posé des questions au sujet de Brenda. S'il y avait des implications légales la concernant, étant donné que je n'avais jamais officialisé l'adoption mais que j'avais été son père de fait pendant 15 ans. Véronica a réfléchi un instant. Sans adoption formelle, légalement, Brenda n'est pas votre fille. Cela signifie que vous n'avez aucune obligation légale envers elle à l'avenir, mais vous n'avez pas non plus de droits légaux à protéger à cet égard. Ce que vous avez, et ici elle a fait une brève pause. C'est une véritable relation émotionnelle qu'aucun papier ne peut créer ou détruire. Ça, c'est entre vous et elle, indépendamment de ce que dit n'importe quel document. Je suis resté silencieux un instant face à ça. Elle avait raison. J'ai quitté le bureau de Véronica avec plus de clarté que je n'en avais eu depuis des semaines. Non pas parce que tout était résolu, car ce n'était pas le cas, mais parce que pour la première fois, j'avais une carte. Je savais où je me trouvais. Je savais sur quel terrain j'étais. Et je savais que le terrain était ferme. Ce soir-là, de retour dans la chambre de Julio, j'ai décidé qu'il était temps de répondre à Susanna. Non pas parce que je lui devais une explication, non pas parce que je me sentais coupable, mais parce qu'il y avait des choses qui devaient être dites clairement, face à face, sans l'ambiguïté qui avait caractérisé trop d'années de cette relation. Je lui ai écrit un long message. Sans crier, sans insulte, sans drame, avec le même calme froid que j'avais maintenu tout au long de la journée précédente. Je lui ai dit que l'appartement avait été vendu et qu'elle en recevrait la notification officielle dans les prochains jours par les voies légales appropriées. Je lui ai dit que les cartes avaient été annulées et que le compte commun avait été fermé. Je lui ai dit que j'avais parlé avec une avocate et que la procédure formelle de séparation commencerait dans les prochains jours. Et à la fin, je lui ai dit quelque chose que je retenais depuis longtemps. Je lui ai dit que pendant 16 ans j'avais choisi d'être là, que personne ne m'avait forcé, que personne ne m'avait demandé de rester. Que je l'avais choisi tous les jours parce que j'aimais cette famille avec tout ce que j'avais, et que la veille, devant des dizaines de personnes, elle avait choisi de me dire que cet amour ne valait même pas un siège dans la rangée où était assise la vraie famille. Je lui ai dit que je respectais son choix et que j'avais fait le mien. J'ai envoyé le message, j'ai posé le téléphone sur la table de nuit, j'ai éteint la lampe et, dans l'obscurité silencieuse de cette petite chambre qui n'était pas la mienne, j'ai fermé les yeux. Je n'ai pas attendu de réponse cette nuit-là. Je n'en avais pas besoin. La réponse de Susanna est arrivée à 6h43 le lendemain matin. Je l'ai vue alors que j'étais encore au lit, avec la lumière grise d'une autre aube nuageuse entrant par la fenêtre de la cour. Le téléphone a vibré sur la table de nuit et le nom de Susanna est apparu sur l'écran avec cette froideur neutre qu'ont les notifications quand elles ignorent le poids de ce qu'elles annoncent. Je l'ai ouvert. C'était long, bien plus long que je ne l'espérais. Et pendant que je le lisais, assis au bord du lit avec mes pieds nus sur le sol froid, j'ai compris que Susanna avait passé toute la nuit à composer ce message avec la même énergie désespérée de quelqu'un qui essaie d'arrêter une inondation à main nue. Cela a commencé par de la colère. Elle m'accusait d'agir de manière irrationnelle, de prendre des décisions unilatérales sans lui parler, de réagir de manière excessive à quelque chose qui, selon elle, avait simplement été une décision pratique pour que Brenda puisse avoir une journée spéciale sans tension inutile. Elle a utilisé le mot disproportionné 3 fois dans les 2 premiers paragraphes, comme si le problème était l'ampleur de ma réaction et non la nature de ce qu'elle avait fait. Ensuite, le ton a changé. Il est devenu plus doux, plus calculé,
avec cette transition que je connais bien chez les personnes qui savent que la colère ne joue pas en leur faveur et décident d'essayer un autre outil. Elle m'a rappelé les années que nous avions passées ensemble. Elle m'a dit que j'étais important pour Brenda, que Brenda avait besoin de moi, que ce que j'avais fait allait affecter notre fille de manière que je ne considérais pas dans mon état émotionnel actuel. Notre fille. Elle a utilisé ces mots. Notre fille, après m'avoir dit la veille de m'asseoir dehors parce que c'était le vrai père qui avait besoin de cette place. J'ai continué à lire. Vers la fin, le message changeait encore de ton. Il y avait quelque chose qui ressemblait à des excuses mais qui n'y parvenait pas tout à fait. Ce genre de regret en demi-teinte qui ne reconnaît pas le véritable dommage causé, mais seulement les conséquences gênantes de l'avoir causé. Elle m'a dit que peut-être elle s'était mal exprimée, qu'elle n'avait pas voulu me blesser, que les choses s'étaient compliquées avec l'arrivée de Reban, et qu'elle avait seulement essayé de gérer une situation difficile du mieux qu'elle pouvait. Du mieux qu'elle pouvait. J'ai fermé le message, je l'ai posé face contre le lit et je suis resté assis en silence pendant plusieurs minutes. Processant non pas tant ce qu'elle avait dit, mais ce qu'elle n'avait pas dit. À aucun moment, dans ce long message soigneusement rédigé que Susanna avait passé la nuit à écrire, il n'y avait une seule phrase qui reconnaissait ce que j'avais donné pendant 15 ans. Il n'y avait pas une seule reconnaissance du sacrifice, de la présence, des milliers de dollars dépensés, des milliers d'heures investies, de la décision que j'avais prise chaque matin de choisir cette famille avant tout le reste. Il n'y avait que des justifications, des stratégies, des tentatives de regagner du terrain. C'était la confirmation finale de quelque chose que j'avais mis trop de temps à accepter. Susanna ne regrettait pas ce qu'elle avait fait. Elle regrettait les conséquences. Il y a une énorme différence entre ces deux choses. Et cette différence change tout. Je me suis levé, j'ai pris une douche, je suis allé dans la cuisine. Julio était déjà là comme toujours, avec le café prêt et sa présence calme qui, ces jours-là, ressemblait à l'encre la plus solide que j'avais. Je lui ai raconté le contenu du message pendant que nous prenions le café. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini de parler, il est resté silencieux un instant, regardant sa tasse. Puis il a dit quelque chose qui m'est resté en tête. Les gens ne s'excusent que lorsqu'ils perdent quelque chose auquel ils tiennent, pas quand ils comprennent les dégâts qu'ils ont causés. Ce sont deux choses différentes, Vicente. Et tu sais déjà laquelle des deux c'est ici. Je n'ai pas répondu, mais je le savais. Je le savais depuis que j'avais lu le message. J'avais juste besoin de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre pour que ça s'ancre définitivement. Ce jour-là a été le premier où j'ai commencé à avancer mes pions, au lieu de simplement m'éloigner de ce que je laissais derrière moi. J'ai appelé Véronica, l'avocate, et je l'ai informée que j'étais prêt à lancer la procédure formelle. Elle m'a indiqué les prochaines étapes, les documents que je devais rassembler, les délais approximatifs, les options disponibles. J'ai pris des notes, j'ai posé des questions, j'ai été méthodique et froid comme j'avais appris à l'être ces derniers jours, parce que c'était la seule façon d'avancer sans que le poids émotionnel de tout ce que j'étais en train de traiter ne me paralyse. Dans l'après-midi, j'ai reçu un message de Brenda. Il était différent de celui de Susanna. Plus court, plus honnête, sans stratégie ni calcul. Juste la voix directe d'une jeune fille de 18 ans qui était confuse et effrayée, et qui ne savait pas exactement ce qui s'était passé, mais qui sentait que quelque chose d'important s'était brisé et voulait comprendre. « Papa, on peut se parler ? Pas au téléphone, en personne s'il te plaît. » Je l'ai lu 3 fois. J'ai senti le poids de ces mots d'une manière différente de celui de Susanna. Parce que ce n'était ni de la manipulation ni de la stratégie. C'était simplement une fille cherchant son père au milieu d'un chaos qu'elle n'avait pas créé. J'ai répondu immédiatement, bien sûr, mon amour. Dis-moi quand et où, et j'y serai. Nous avons convenu de nous retrouver le lendemain dans un café à quelques rues de la maison de la sœur de Susanna où Brenda avait passé la nuit. Un endroit neutre, sans le poids d'aucun espace appartenant à l'un ou à l'autre. Cette nuit-là, en essayant de dormir, je me suis autorisé pour la première fois depuis que j'avais quitté l'appartement à ressentir tout ce que j'avais retenu avec tant de discipline ces derniers jours. Pas de manière désordonnée, pas avec des cris dans le noir ou avec ce genre de pleurs qui vous laissent dans un état pire que celui dans lequel vous étiez, mais d'une manière plus silencieuse, plus profonde. Comme quand on laisse l'eau retrouver son propre niveau après que quelque chose l'ait agité. J'ai pensé à tous ces dimanches. À tous les matins avec le café préparé avant le réveil des autres. À toutes les nuits de fièvre. Au matin des premiers jours d'école, et aux après-midi de devoirs.
Et à toutes les fois où Brenda m'avait cherché du regard dans une pièce bondée, et où j'avais été là, exactement là, où un père est censé être. J'ai pensé aux 320 000 $ que j'avais payés pour cet appartement, traite après traite pendant 10 ans. Aux 100 $ par mois pour les cours de natation. Au voyage à Mexico que nous avions fait quand Brenda avait 14 ans, qui m'avait coûté près de 2000 $, et dont elle se souvenait encore comme l'un des meilleurs moments de sa vie. Aux cadeaux d'anniversaire et aux cadeaux de Noël, et aux cadeaux juste comme ça que je rapportais de mes voyages d'affaires parce que j'aimais voir son visage quand elle ouvrait quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. À tout ça. Au poids réel, concret et mesurable de 15 ans d'amour actif. Et j'ai laissé tout cela défiler, non pas pour l'oublier, mais pour libérer la colère qui était encore attachée à ses souvenirs, et ne garder que ce qu'ils étaient vraiment. De bons moments, de vrais moments. Des moments qui avaient existé et que personne ne pourrait effacer, quoi qu'il se passe ensuite. Cela m'appartiendrait pour toujours. Le matin du rendez-vous avec Brenda, je me suis réveillé tôt et je suis arrivé au café 20 minutes avant l'heure convenue. J'ai commandé un café, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai regardé la rue. Brenda est arrivée à l'heure. Je l'ai vue franchir la porte avec sa démarche, directe et déterminée, que j'avais toujours trouvé être l'un de ses traits les plus caractéristiques. Elle avait l'air fatiguée. Ses yeux étaient un peu gonflés de n'avoir pas bien dormi pendant plusieurs jours, avec cette expression d'effort contenu de quelqu'un qui essaie de garder son sang-froid dans une situation qu'il ne sait pas vraiment comment gérer. Elle m'a vu, a marché jusqu'à la table, s'est assise en face de moi. Nous nous sommes regardés un moment en silence. Puis elle a dit, « Pourquoi ?» Un seul mot, mais chargé de tout. De confusion, de peur, de la douleur de quelqu'un qui sent que quelque chose qu'il pensait solide a bougé sous ses pieds sans prévenir. J'ai pris une grande inspiration. Tu veux la réponse courte ou la réponse complète ? La complète, a-t-elle dit sans hésiter. Et je la lui ai donnée. Je lui ai tout raconté. Pas avec colère, pas dans le but de la monter contre sa mère, mais avec l'honnêteté que je devais à quelqu'un qui m'avait appelé papa pendant 15 ans et qui méritait de connaître la vérité des faits sans filtre ni versions arrangées. Je lui ai dit ce que j'avais entendu au téléphone des semaines auparavant. Je lui ai dit ce que j'avais ressenti dans l'auditorium. Je lui ai dit ce que leurs mots m'avaient fait et ce que j'avais décidé de faire à partir de ce moment-là. Je lui ai expliqué les étapes que j'avais entreprises, les raisons de chacune d'elles, la logique froide et nécessaire de me protéger après des années à ne pas l'avoir fait. Elle a tout écouté sans m'interrompre. Ses yeux étaient fixés sur moi, humides mais contrôlés, avec cette maturité qu'elle avait toujours eue et qui, à ce moment-là, semblait plus grande que jamais. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence. Puis Brenda a baissé les yeux vers la table, a déplacé la tasse de café que le serveur lui avait apportée sans que je m'en aperçoive. Elle l'a tenue à deux mains, comme pour chercher un peu de chaleur dans la céramique, et a dit « Je suis désolé, papa ». 2 mots. Les 2 mêmes mots que sa mère n'avait pas été capable de dire dans tout son long message de la veille au matin. Sans justification, sans condition, sans le poids d'un agenda caché, juste ça. J'ai senti quelque chose en moi, qui était noué depuis des jours, se relâcher un peu enfin. Tu n'as pas à être désolé, lui ai-je dit. Tu n'as rien fait. Je sais, a-t-elle répondu, mais je suis désolé quand même. Nous sommes restés silencieux un autre instant. Puis elle m'a regardé directement, vas-tu disparaître de ma vie ? C'était la question la plus importante de toutes. Celle qui importait plus que n'importe quel appartement, n'importe quel compte bancaire, n'importe quelle procédure légale ou décision stratégique que j'avais prise ces derniers jours. Et j'y ai répondu sans hésitation. Jamais, ai-je dit. Ça ne change pas. Rien de ce qui s'est passé ne change ça. Elle a hoché la tête. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai vu quelque chose s'apaiser sur son visage. Pas du bonheur, pas encore, mais quelque chose qui ressemblait à une certitude. De savoir que le sol était encore là, même si tout le reste avait bougé. Nous sommes restés 1 heure de plus dans ce café. Nous avons bu du café. Nous n'avons pas parlé des détails légaux, ni des prochaines étapes, ni de Susanna ou de Reban. Nous avons parlé d'elle, de ses projets, de l'université, de l'avenir qu'elle avait devant elle et qui n'avait rien à voir avec les décisions des adultes autour d'elle, mais uniquement avec ce qu'elle voulait construire de sa propre vie. Et je l'ai écoutée avec toute l'attention que je lui avais toujours donnée, avec le même amour que toujours, parce que ça n'avait pas disparu. Ça ne disparaîtrait jamais. Cela fait 4 mois depuis le jour de la remise des diplômes de Brenda.
4 mois depuis que je me suis assis sur une chaise en plastique blanc dans le couloir d'un auditorium, pendant qu'à l'intérieur, ma femme faisait de la place pour un autre homme à la place qui avait toujours été la mienne. 4 mois depuis que je suis sorti de cet appartement avec un sac de voyage, un porte-clés en cuir marron et la décision la plus importante de ma vie d'adulte. Et ce matin, je me suis réveillé dans mon propre espace. Un petit appartement, dans un immeuble calme, dans un quartier de la ville que je ne connaissais pas très bien. Mais qui, au fil de ces semaines, est devenu familier. De cette manière progressive et honnête dont de nouveaux endroits deviennent chez soi quand vous les habitez avec intention et pas seulement par inertie. C'est un espace simple, plus petit que l'appartement précédent. Sans les meubles chers ou l'étagère décorative ou le plancher en bois qui avait coûté une fortune à installer. Mais tout ce qu'il y a ici, je l'ai choisi. Chaque détail est à moi. Il n'y a rien sur ces murs qui existe pour plaire à quelqu'un d'autre ou pour répondre aux attentes de quelqu'un d'autre que les miennes. C'est la première fois en 17 ans que je peux dire ça. Et ça fait un effet différent de ce que j'imaginais. Ça ne ressemble pas à une perte. Ça ressemble à de l'espace. Comme lorsqu'on ouvre une fenêtre qui est restée fermée trop longtemps, et que l'air qui entre n'est ni parfait ni particulièrement parfumé, mais il est frais, il est réel. Et il vous rappelle que dehors, il y a un monde qui continue de tourner, et que vous pouvez tourner avec lui, vous aussi. La procédure formelle de séparation avec Susanna a duré 3 mois. Véronica a tout géré avec cette efficacité directe qu'elle m'avait promise dès le premier jour. Il y a eu des négociations. Il y a eu des moments tendus. Il y a eu quelques appels où Susanna a tenté d'avancer des arguments qui n'avaient aucune base légale, et que Véronica a démonté avec une patience professionnelle que je n'aurais pas été capable de maintenir à sa place. Susanna a essayé de réclamer une part de la vente de l'appartement, arguant qu'elle avait contribué au foyer pendant les années de vie commune. Véronica a présenté les relevés bancaires, les reçus de paiement du prêt hypothécaire, les relevés de compte qui prouvaient que chaque centime de cette propriété provenait exclusivement de mes revenus pendant 10 ans. L'argument ne tenait pas. Elle a également essayé de réclamer une compensation pour les années de mariage, sur la base de sa contribution au foyer en tant qu'épouse et figure maternelle. Véronica a reconnu cette partie et nous avons trouvé un accord raisonnable. Un montant mensuel pour une durée définie, qui m'a semblé juste compte tenu du contexte. Non pas parce que je sentais que je lui en devais un sur le plan moral, mais parce que je comprenais qu'une rupture nette avait plus de valeur que de se battre indéfiniment. Ce que je n'ai pas obtenu, c'est ce qu'aucune procédure légale ne pourrait jamais m'acheter. Je n'ai pas obtenu de reconnaissance. Je n'ai pas eu de vraies excuses. Je n'ai pas eu ce moment où Susanna regarderait en arrière avec honnêteté et admettrait le poids de ce qu'elle avait fait et de ce que ça avait coûté. J'ai mis du temps à accepter que ce moment n'arriverait pas. Que certaines personnes ne sont pas capables de ce niveau d'honnêteté envers elles-mêmes. Pas nécessairement par méchanceté, mais à cause d'une limitation plus fondamentale, l'incapacité de se voir assez clairement pour reconnaître les dégâts qu'elle cause. Et qu'attendre cette reconnaissance, c'était continuer à me lier à quelque chose qui ne m'appartenait plus. Je l'ai laissé partir. Pas d'un seul coup, pas avec une décision dramatique ou un moment de révélation digne d'un film. Je l'ai laissé partir lentement, comme on lâche des choses qui sont coincées depuis longtemps. Avec patience, avec répétition, avec la décision quotidienne de ne pas retourner vers cette douleur, de ne pas la chercher, de ne pas la nourrir. Je n'ai presque rien entendu directement au sujet de Reban. Ce qui était arrivé à mes oreilles à travers les conversations avec Brenda était suffisant pour compléter le tableau. L'homme qui était apparu avec son costume gris et ses promesses tardives avait tenu le rôle principal de l'histoire que Susanna s'était construite dans sa tête pendant environ 6 semaines. Ensuite, les fissures ont commencé à apparaître. Les mêmes fissures qui avaient toujours existé en lui, et que 15 années d'absence avaient gardé cachées sous la couche romantique de l'inconnu. Il s'est avéré que Reban n'avait pas l'entreprise prospère qu'il avait mentionnée. Il avait des dettes. Il avait des engagements non tenus. Il avait la même incapacité à être présent qu'il avait toujours eu. Seulement, maintenant, il ne pouvait plus se cacher derrière la distance, parce qu'il était là, juste en face, et qu'il était comparé en temps réel à la réalité quotidienne de ce que signifie construire une vie avec quelqu'un. Brenda me l'a raconté sans drame, avec cette maturité bien à elle qui ne cesse de m'étonner. Elle m'a dit que ça avait été un processus difficile, qu'elle avait dû ajuster l'image qu'elle avait de lui avec la personne réelle qu'elle avait rencontrée. Et que même si ça faisait mal, ça l'avait aussi libérée de quelque chose qu'elle portait depuis longtemps sans savoir exactement ce que c'était.
Je lui ai dit que c'était s'agrandir. Que grandir fait toujours un peu mal, mais que ça en vaut toujours la peine. Elle m'a dit que ça ressemblait à une phrase de papa. Je lui ai répondu que c'était exactement ce que j'étais. Nous avons ri. Et dans ce petit rire tranquille, dans un café ordinaire par un mardi après-midi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'ai senti que les choses, bien que différentes, bien que réarrangées, bien que construites sur un autre sol que celui que j'avais imaginé, pouvaient aller bien. Elles pouvaient être réelles, solides et vraies, d'une manière différente mais pas inférieure. Brenda a commencé l'université il y a 6 semaines. Elle étudie le design graphique dans une institution qu'elle avait toujours voulu fréquenter. J'ai contribué à une partie de ses frais de scolarité. Non pas parce que j'y étais légalement obligé, mais parce que je le voulais. Parce que c'est ce qu'un père fait. Pas celui qui signe un papier, mais celui qui choisit d'être là. Elle m'envoie des photos de ses projets, me parle de ses professeurs, me demande mon avis sur les couleurs et les compositions avec la confiance de quelqu'un qui sait que, de l'autre côté, il y a quelqu'un qui l'écoute avec une véritable attention. Mercredi dernier, elle m'a envoyé la photo d'une affiche qu'elle avait conçue pour un cours et m'a demandé ce que j'en pensais. Je lui ai dit que c'était brillant, parce que ça l'était. Je n'ai pas reparlé à Susanna au-delà de ce qui était strictement nécessaire pour régler les derniers détails de la procédure formelle. Il n'y a pas de ressentiment actif de ma part. Ou du moins, pas le genre de ressentiment qui vous consume et vous enchaîne. Il y a une distance claire et nécessaire. La distance de quelqu'un qui comprend que certaines portes se ferment non pas par colère, mais pour des raisons de santé. Je sais qu'elle ne va pas bien. Je sais que la situation dans laquelle elle se trouve n'est pas facile. Et il y a une petite partie de moi, la partie qui se souvient encore de la femme de l'ascenseur du 11e étage avec son dossier sous le bras, qui le regrette d'une manière authentique, bien que lointaine. Mais il y a aussi une part beaucoup plus grande qui comprend que ce qui s'est passé ce jour-là dans l'auditorium n'était pas une erreur de communication, ni un malentendu, ni le résultat d'un moment difficile. C'était l'expression la plus claire et la plus honnête de la façon dont Susanna me voyait après 17 ans. Et on ne négocie pas avec cette clarté. On agit en fonction de cette clarté. J'ai agi. Ma vie est plus calme maintenant qu'avant. Plus simple. Il y a des choses qui me manquent. Je ne vais pas mentir. La routine domestique d'une maison avec plus d'une personne me manque. Le bruit de fond de quelqu'un d'autre bougeant dans les pièces, la présence partagée d'un autre être humain dans l'espace quotidien. Certains matins précis me manquent, ces dimanches matins avec le café, la lumière douce et sans précipitation, qui apparaissent encore dans ma mémoire avec une netteté que je n'ai pas demandée, mais que je ne peux pas non plus éviter. Mais l'incertitude ne me manque pas. Je ne regrette pas de marcher dans ma propre maison avec le sentiment que quelque chose cloche, sans savoir exactement ce que c'est. Construire pour quelqu'un qui ne valorise pas ce qui est construit ne me manque pas. Le poids silencieux d'être invisible dans l'endroit que j'avais payé avec mon propre temps, mon propre argent et mon propre amour, ça ne me manque pas. Je ne regrette pas ça. Et sur la balance de ce que j'ai gagné par rapport à ce que j'ai perdu, quand je suis complètement honnête avec moi-même dans la tranquillité de ces nouveaux matins, la balance ne laisse aucun doute sur le côté vers lequel elle penche. Julio m'a demandé il y a quelques semaines si je regrettais quelque chose. Je lui ai dit non. Que la seule chose que je regrettais, c'était d'avoir mis si longtemps à comprendre que me protéger n'était une trahison envers personne. Que prendre soin de moi n'était pas de l'égoïsme, mais de la survie. Qu'il y a une énorme différence entre être généreux et être invisible, et que j'avais confondu ces deux choses pendant trop d'années. Il a hoché la tête. Il m'a dit qu'il comprenait bien ça. Je lui ai dit que si jamais quelque chose de similaire lui arrivait, il ne devait pas attendre aussi longtemps que moi. Il a ri. Je lui ai dit que j'étais sérieux. Ce matin, avant de m'asseoir pour écrire tout ça, je suis allé me promener dans mon nouveau quartier. Il y a une petite place à 3 rues de l'immeuble où je vis, avec des arbres de taille moyenne et une fontaine qui ne marche pas très bien, mais qui a quand même quelque chose d'agréable dans son bouillonnement irrégulier et imparfait. Je me suis assis sur un banc. J'ai bu le café que j'avais apporté dans un gobelet en carton et je suis resté là un long moment. Pas de précipitation, pas d'horaire, sans le poids d'une quelconque attente qui ne soit pas la mienne. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours de ces 17 années. À Brenda à 3 ans avec ses petites chaussures roses. À l'appartement avec le plancher en bois. À la chaise en plastique blanc dans le couloir. À la clé qui n'a pas ouvert. Au message de Susanna à minuit.
au visage de Brenda dans le café me disant « Je suis désolé, papa », avec cette honnêteté simple et directe qu'aucun adulte ne lui avait apprise, mais qu'elle possédait tout simplement. Et j'ai pensé à ce moment précis. Sur cette place, avec ce café, dans ce silence qui n'est pas le silence de quelqu'un qui a perdu quelque chose, mais le silence de quelqu'un qui a enfin trouvé l'espace pour s'écouter lui-même. Il y a quelque chose que j'ai appris au cours de ces 4 mois, que je n'aurais pu apprendre d'aucune autre manière. Le véritable amour ne se mesure pas à ce que l'on endure, mais au moment où l'on décide que ça suffit. La dignité ne se négocie pas en petites tranches quotidiennes, elle se défend au moment exact où quelqu'un essaie de vous la prendre. Et reconstruire sa vie après que tout se soit effondré n'est pas la fin de l'histoire, mais le début de la seule version de celle-ci qui vous appartienne vraiment. J'ai fini mon café, je me suis levé du banc, je suis retourné vers l'immeuble, les mains dans les poches, et le soleil du matin commençait à réchauffer les rues de ce quartier qui cesse d'être nouveau pour commencer à être le mien. Et j'ai pensé à quelque chose que quelqu'un aurait dû me dire il y a longtemps. Quelque chose qui, je l'espère, pourra aider quelqu'un qui, en ce moment même, est assis sur sa propre chaise en plastique dans un couloir de sa propre vie, endurant ce qu'il ne devrait pas endurer, attendant que quelqu'un le voie. N'attendez pas qu'on vous voie. Regardez-vous d'abord. Parce que le jour où j'ai arrêté de tout donner pour quelqu'un qui ne donnait rien, je n'ai pas perdu une famille. J'ai récupéré quelque chose de bien plus important. Je me suis récupéré moi-même. Et ça, à 44 ans, sur une place avec une fontaine qui ne marche pas bien, en buvant la dernière gorgée d'un café dans un gobelet en carton par un mardi ordinaire, ça ressemble exactement à ce à quoi ça devrait ressembler. Au commencement.